Et au monsieur de la presse, elle rassemble tout ce qui était important du cercle européen pionnier. Situés dans la vallée d'Antert, les villages El et Atert sont séparés par une frontière théorique, mais surtout reliés par la rivière nommée Atert, et entre autres par des sentiers transfrontaliers que je vous invite à découvrir. Déjà avant, pendant et même après la guerre, beaucoup d'adolescents de notre pays fréquentaient l'école à Atert pour poursuivre leurs études après avoir terminé l'école fondamentale. Depuis les années 80, la population de ces communes a fortement augmenté et depuis, la collaboration entre ces villages s'est encore développée. La commune d'El et toutes les associations de notre commune considèrent comme essentiel l'échange, la collaboration et le partage non seulement entre les résidents, mais aussi avec nos amis qui habitent de l'autre côté de cette frontière plus que théorique. Actuellement, notre commune compte tout près de 1500 citoyens, dont environ 200 de nationalité belge qui sont parfaitement intégrés, que ce soit dans l'harmonie d'El, dont les chefs de notre fanfare viennent depuis presque toujours de Belgique, que ce soit au football ou au tennis de table, ou encore chez Margot, notre café du village où tout le monde aime se rendre pour discuter ou jouer aux cartes. Ainsi, chaque année, des tournois de football, de tennis de table sont organisés à tour de rôle dans la vallée d'Antert. Il ne faut pas oublier le festival de musique de la vallée d'Antert, dont les 6 concerts de haut niveau ont lieu à tour de rôle dans une des communes participantes, à savoir Atert, La Crèche, Ritterdal, Crédange et Elle, et auxquels que je vous invite déjà cordialement. Malheureusement pour cette année, à cause de ce qu'on vit, c'était pas possible de les organiser. Les communes, ou plutôt la vallée d'Atert, témoignent depuis le temps des Celtes d'un engagement exemplaire, non seulement économiquement et écologiquement, mais aussi par la langue luxembourgeoise, Arlosproog, qui se parle encore aujourd'hui des deux côtés de la frontière et maintient les liens étroits entre les deux Luxembourg. Lors de la fermeture de la frontière belgo-luxembourgeoise face à la crise sanitaire, les bourgmestres des communes des deux territoires ont clairement démontré au Marais de Glendon que l'Union pour l'Europe est bien présente. J'ai assez parlé. Maintenant, je donne la parole à M. Romes. S'il vous plaît. Merci, M. le bourgmestre. Merci beaucoup. Chers auditeurs, chers élus, puisqu'il y en a dans la salle, un certain nombre annoncé, je suis très content de venir vous parler de ce sujet difficile, parce que extrêmement riche, et dont le Conseil économique et social entend s'occuper en ce moment et prochainement, je vous en dirai. Alors, la grande région et le phénomène surtout du travail transfrontalier revêtent pour l'économie luxembourgeoise une telle importance que le Conseil économique et social a décidé au début de ma présidence d'y consacrer une série d'avis. Et nous entendions décrire cet apport vital au paysage économique et social du Luxembourg de façon introductive dans un premier avis avant de vous pencher sur les questions de détail comme la sécurité sociale, la fiscalité, l'aménagement du territoire ou le droit du travail. Et ces travaux ne voulaient pas traiter de toutes les questions de la dimension, de toutes les dimensions de la grande région, mais voulaient mettre au centre le frontalier, le travail frontalier. Mais du travail frontalier vers le co-développement, il n'y a qu'un pas. Et le CS avait bien l'intention de le franchir.
Maintenant, nous avons rendu un premier avis descriptif dont je vais beaucoup vous parler maintenant, mais nous avons été interrompus par la crise du Covid à plusieurs titres. D'abord, nous voulions aussi faire un avis spécifique sur le télétravail. C'est toutes les questions qui se posent, mais les mesures de confinement ont eu des conséquences telles que nous avons été amenés à repenser le télétravail pour la population active dans son ensemble. Et donc, nous avons dû faire un avis sur le télétravail, dont le télétravail des frontaliers est une part importante et particulièrement complexe, mais une partie seulement. Et cette question du télétravail nous a occupé jusqu'à très très peu maintenant, et nous ne sommes pas encore venus plus loin que cela. Je ne suis personnellement pas un spécialiste de la grande région, d'ailleurs le CS ne l'est pas non plus, il y a un CS de la grande région pour cela. Et notre perspective devait être justement luxembourgeoise, quelle est la vision interne de cette collaboration frontalière et de cette migration frontalière journalière des salariés. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que le Luxembourg se trouve au cœur de l'espace transfrontalier que nous appelons donc la grande région. Il peut être compris, si on veut voir large, comme un territoire de 11 millions d'habitants. On inclut la Sarre, la Wallonie, la Palatinat et le Grand Est, sans oublier la communauté belge germanophone. Alors, ce qui rend cet espace transfrontalier, c'est surtout le travail frontalier, puisque ce sont ceux qui traversent la frontière tous les jours, la mobilité des travailleurs avec des origines très anciennes, venus d'une histoire industrielle commune, en particulier avec la France. Alors, en réaction à la crise sidérurgique des années 70 du siècle dernier, les politiques de reconversion industrielle ont été menées dans les diverses régions et ont mené à des résultats économiques relativement différents. Le Luxembourg, on le sait, s'est restructuré vers le développement du secteur tertiaire, et notamment vers sa place financière, mais également vers les industries de pointe, comme l'audiovisuel, la télécommunication et d'autres sujets de pointe pour procurer aussi des avantages concurrentiels. Le processus d'intégration européenne avec les 4 libertés fondamentales de l'Union, mais aussi l'espace Schengen ont contribué à des mouvements démographiques et économiques au niveau de la grande région. Alors, aujourd'hui, l'emploi intérieur luxembourgeois compte 460 000 personnes, dont 205 000, quand même 43% de la population sont des non-résidents. Et sur l'augmentation de l'emploi intérieur de plus de 300 000 unités de 1980 à aujourd'hui, donc sur l'augmentation des 300 000 unités de travail inter-luxembourgeois, 61% ont été prévus par la croissance, par le travail frontalier. Tout à fait considérable. Et vous voyez ici sur le slide le pourcentage de l'emploi frontalier dans l'emploi luxembourgeois, qui de 1960, 3% est devenu donc jusqu'à 43% de plus aujourd'hui. Et c'est un phénomène remarquable aussi au niveau européen, puisque les frontaliers de la grande région au sens large, entre tous les pays, le Luxembourg et les 3 voisins, les frontaliers de cette région, 20% de tous les frontaliers de l'Union européenne. Nous sommes vraiment le centre du travail frontalier, nous en sommes devenus presque des spécialistes, si je puis dire. Alors, ce travail frontalier a des mouvements différents à toutes les frontières, mais les nombres que vous voyez ici sont tels que l'on peut mettre le Luxembourg au centre de la région sans avoir un centrisme exagéré. Peut-être une petite observation, les slides et les chiffres que je vais citer sont tous accessibles dans l'avis que le CS vient de publier au printemps dernier
et vous pouvez consulter cet avis sur le site du Conseil économique et social. Le Luxembourg au centre de cet emploi transfrontalier, et cela a profondément modifié la structure de l'emploi intérieur luxembourgeois. Vous voyez ici dans ce slide l'emploi intérieur en brun et puis l'emploi non résident en gris, très en bas. Vous voyez à quel point cet emploi non résident croît plus vite que l'emploi résident et doucement le rejoint. Alors, on voit aussi qu'à peu près l'année 1986 a marqué le grand tournant, c'est à ce moment-là que l'emploi transfrontalier a démarré, est venu dans d'autres dimensions à partir surtout de la place financière. Alors, on peut essayer de décrire cette population par secteur d'activité. D'abord, cela est peut-être difficilement lisible pour vous, mais l'essentiel à comprendre, c'est que les parties bleues est les résidents luxembourgeois, les bruns sont les résidents étrangers et les gris sont les frontaliers. Vous voyez que dans l'industrie manufacturière tout en bas, les frontaliers représentent 66% de l'emploi, alors qu'à l'administration publique tout en haut, ils ne représentent même pas 6% de l'emploi. Et vous voyez que par branche, cela se décline différemment, mais en tout cas à l'administration publique, les résidents et surtout les luxembourgeois se réservent la part d'union, ce qui a des répercussions évidentes sur la démographie électorale luxembourgeoise. Je vais remarquer cela au passage. Alors, par niveau de formation, ce qui est intéressant peut-être aussi, que vous voyez ici les 4 pays, et vous avez l'école bleue en bleu, et vous avez en haut les universitaires en gris, et leur évolution toujours sur 3 années, clés ici, de 2006 à 2018. Ce qu'il y a peut-être à retenir ici au premier coup d'œil, c'est que la Belgique offre le personnel le plus qualifié à l'emploi luxembourgeois, et de plus en plus qualifié d'ailleurs, de plus en plus universitaires, alors que c'est le Luxembourg lui-même qui offre le plus de travailleurs à col bleu, si vous voulez, et je crois que ce sont évidemment nos collègues portugais. Selon la provenance, il est intéressant aussi de voir quels sont les grands chiffres. Donc, vous savez sans doute que la moitié de ces 200 000 personnes vient de France et un quart chaque fois pour l'Allemagne et la Belgique, ce qui est spectaculaire et malheureusement ça ne se voit pas ici, puisque la dernière ligne ici sur le slide, c'est qu'il vient de Thionville seulement. Il y a autant de personnes que de toute la Belgique ou de toute l'Allemagne. Plus de 50 000 personnes, et la très grande partie viennent de la Moselle française pour travailler à Luxembourg. Donc, vous voyez, si les chiffres détaillés vous intéressent, donc n'hésitez pas à aller voir la vie. Et puis, où vont-ils? Tout cela va voici les grands flux. Vous voyez qu'ils viennent des villes, ils viennent de Trèves, de Longwy, de Thionville, je l'ai dit, de Metz, d'Arlon, et ils se concentrent sur Luxembourg-Ville. Et ils y viennent tous les matins essentiellement en voiture. Vous avez ici, en haut, vous avez les chiffres sur le mode de transport. Vous voyez que plus de 80% viennent en voiture et peu viennent en bus et en train, malgré le fait que, à partir de la France surtout, ces moyens de transport en commun sont souvent déjà dépassés par le nombre, et bien la majorité vient quand même en voiture. Et puis, pour la distance moyenne parcourue, si vous regardez ces chiffres dans le détail, c'est que vous n'avez pas de temps maintenant, mais je peux vous dire que plus ils viennent de loin,
plus leurs moyens de déplacement est rapide, ce qui veut dire en clair que plus on s'approche de la ville de Luxembourg, plus on devient lent. Tout ça n'est pas une surprise, mais les chiffres sont là pour prouver quand même que le sentiment qu'on a tous les deux est parfaitement correct. Les gens viennent en voiture et sont embouteillés. Voilà ce que la leçon a appris de tous ces chiffres. Alors, quelles sont les raisons de ces déplacements vers Luxembourg en particulier? Bon, il y a les disparités économiques entre régions. Je l'ai déjà dit. Le Luxembourg a une croissance démographique générale. Il attire beaucoup de monde. Sa démographie entre 2000 et 2017, donc les premières 17 années de ce siècle, la population luxembourgeoise a cru de 36%. La population luxembourgeoise de 36% sur seulement 17 années. Donc il y a une attirance démographique vers le Luxembourg tout à fait évidente. Il y a un déficit de création d'emplois en Lorraine et en Wallonie. C'est beaucoup moins le cas du côté allemand, où l'industrie est relativement importante. C'est cela. Mais en gros, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a aussi des compétences qui s'échangent et donc la dynamique frontalière ne permet pas seulement un investissement quantitatif, il y a des chômages chez l'un et pas chez l'autre, mais aussi en termes qualitatifs, puisqu'il y a des spécialisations, notamment en industrie en Allemagne, le tertiaire au Luxembourg. Il y a aussi des profils qui s'échangent entre frontières, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour les frontaliers qui ne passent pas par le Luxembourg, c'est-à-dire notamment la France et la Sarre. Et revenons sur le Luxembourg pour comprendre une chose qui n'est pas tout à fait banale, qui n'est pas tout à fait originale non plus. C'est la variation du PIB luxembourgeois et la variation annuelle de l'emploi. Pour vite comprendre ce graphique, retenez que donc la variation annuelle du PIB, c'est la ligne jaune claire que vous voyez, et puis toutes les autres lignes sont des variations de l'emploi national, l'emploi non résident, l'emploi intérieur, mais surtout, donc, voyez le trait gris, donc la variation de l'emploi non résident, il suit le PIB luxembourgeois, de façon assez claire, quelques retards dans le temps, mais il suit le PIB luxembourgeois. En clair, le PIB luxembourgeois augmente, l'emploi frontalier, le nombre de frontaliers augmente, et vice-versa aussi. Alors, il y a évidemment l'attrait des salaires. Les rémunérations luxembourgeoises sont réputées être supérieures aux rémunérations de nos voisins. C'est partiellement le cas, ce n'est pas toujours le cas. Ici, on voit les salaires payés dans les différents secteurs de l'industrie, de la construction, des services, des activités financières. Ce que l'on voit ici, que la Rhénanie-Palatinat offre les meilleurs salaires et des emplois, des avis dans la construction et dans l'industrie. Le Luxembourg, quant à lui, est très fort dans les services et surtout, évidemment, dans les activités financières ou d'assurance où les salaires luxembourgeois attirent du monde. Là encore, il n'y a pas trop de surprises, sauf peut-être que les Allemands aussi ont des secteurs qui sont rémunèrent très très bien. Et puis, il y a d'autres raisons de cette migration du travail. Il y a des raisons d'ordre démographique, d'ordre linguistique, culturel, historique, qui lient les différentes régions. Et puis, il y a aussi 8000 travailleurs luxembourgeois, des nationaux luxembourgeois qui habitent de l'autre côté de la frontière parce qu'ils fuient leur pays, parce qu'ils souffrent évidemment des prix de l'immobilier, ce qui fait qu'ils deviennent maintenant frontaliers vers leur propre pays, vers le pays de leur nationalité. Bien,
Voilà donc ce que cet avis décrit pour vous dire quelle est l'importance de ce phénomène, quelles sont les raisons et quels sont les nombres en cause qui sont tout à fait impressionnants. Eh bien, tout cela, évidemment, doit être vu dans le cadre du modèle économique luxembourgeois. Et celui-là, je pense, est assez mal compris par nos voisins, très certainement mal compris par la population luxembourgeoise aussi. Je vais donc vous consacrer à une partie de cet exposé parce que je pense qu'il est nécessaire de comprendre cela pour comprendre la grande région et ses défis d'avenir. Alors, contrairement évidemment aux régions, provinces et l'Inde qui l'entourent, le Luxembourg est un État souverain. Ça lui donne des pouvoirs très supérieurs aux autres, mais cela lui donne aussi une vulnérabilité que les dirigeants luxembourgeois ont un intérêt à ne pas oublier. Étant donné l'exiguïté de notre territoire, mais aussi des ressources naturelles limitées, le Luxembourg n'a jamais entendu et jamais pu vivre de façon isolée et autonome. Il a son marché forcément à l'extérieur de ses frontières. L'économie luxembourgeoise doit être au service des autres et elle doit convaincre les autres de devenir son client. Et tout ce que le Luxembourg consomme doit être importé et tout ce qu'il produit doit être exporté, ou à peu près tout. C'est l'économie la plus ouverte de l'Union européenne. Il est donc normal que le Luxembourg a cherché à étendre son territoire, son marché économique par le Zollverein, par l'Union économique belgo-luxembourgeoise, par la communauté du charbon et de l'acier, et puis finalement par l'Union européenne. Ces espaces forment le territoire économique du Luxembourg. Parce que le Luxembourg lui-même, contrairement aux autres, n'a pas de hinterland, il n'a pas de réserve, il n'a pas de défense. Et sans ses voisins, il ne peut pas vivre. Et historiquement, même, sa souveraineté est à peu près celle que ses voisins ont bien voulu lui laisser. C'est bien ça, l'histoire luxembourgeoise. Alors qu'au XIXe siècle, déjà, les femmes luxembourgeoises travaillaient à Paris, dans les maisons bourgeoises. C'est quand même la sidérurgie qui a désenclavé le pays de façon assez brutale. Mais là aussi, il faut bien savoir comment cela s'est développé. Si la Banque internationale à Luxembourg a ouvert ses portes en 1856, c'est pour financer une sidérurgie qui, elle, ne voyait pas son marché, évidemment, sur le territoire luxembourgeois. Et donc, depuis toujours, le capital à Luxembourg, qui est à l'origine de notre économie, ce capital est venu d'ailleurs. Comme le travail est souvent venu d'ailleurs, comme des idées ont souvent été apportées vers le Luxembourg. Alors, d'Arbet à ArcelorMittal, en passant par RTL, vous dire les banques, aujourd'hui l'industrie des fonds d'investissement, l'infrastructure logistique, tout à Luxembourg dépasse les frontières. Et là, pour dépasser les frontières, a été créé à Luxembourg pour dépasser les frontières. Et la politique luxembourgeoise que nous appelons le headquarter, c'est-à-dire la domiciliation à Luxembourg de grands groupes multinationaux qui veulent servir l'Europe de chez nous, elle naît de l'intérêt du Luxembourg à servir toute l'Europe depuis un Luxembourg multilingue, politiquement stable, neutre. C'est ça l'idée. Et aussi parce qu'il n'est pas tellement facile de servir la France à partir de Hambourg ou de servir l'Allemagne à partir de Lyon. Ce n'est pas facile pour des raisons culturelles, linguistiques et autres. Pour le Luxembourg, c'est une chance. Mais si vous n'avez pas grand-chose sauf votre souveraineté, il est alors normal aussi que votre politique fiscale accompagne cette stratégie. Mais cela ne veut pas dire que la stratégie du Luxembourg est essentiellement fiscale. Ça, c'est le conte de fées pour les journalistes français. Mais il n'y a pas qu'eux qui ne comprennent pas très bien. Le Luxembourg est un carrefour au milieu d'une région aux frontières des cultures. Il doit être ce carrefour au service des autres, au service des voisins. Et ces voisins sont souvent bien plus homogènes que le Luxembourg lui-même, que le carrefour lui-même. Et les Luxembourgeois ont eux-mêmes souvent du mal à saisir cette réalité, ce qui nous vaut quelquefois des débats un peu déplacés,
sur la croissance, sur la langue ou sur le droit de vote, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, ce succès du modèle luxembourgeois fait du Outland une métropole. Certes, si la ville de Luxembourg, avec ses 120 000 habitants, est en comparaison internationale aux villes de province comme Metz ou Trèves, beaucoup plus petite, par exemple, que Sarrebourg ou que Dijon, il reste que sa zone de chalandise directe comprend aujourd'hui tout ce qui se trouve à l'intérieur du contournement autoroutier de Luxembourg, mais au-delà même, jusqu'à Münster et Marne, et puis au sud du pays, le sud et le centre sont en train de fusionner en une zone de haute activité. Et cela évolue doucement vers la catégorie de Strasbourg ou de Karlsruhe. Et des centres de cette envergure, de cette dimension, ont un rayonnement économique de 100 km au-delà de leur centre. Et beaucoup de problèmes qui affligent les Luxembourgeois sont des problèmes très contemporains des métropoles. La gentrification au centre-ville, le prix de l'immobilier qui est inabordable souvent, ou la classe moyenne, ne parlons même pas des plus pauvres, les longues distances pour le lieu de travail, des embouteillages, de fortes inégalités, même là où les gens vont relativement bien, ce sont des choses que les gens de Munich, de Bruxelles, de Paris, de Londres, de plus en plus grands, connaissent extrêmement bien et c'est ce qui est en train de nous arriver. Alors, est-ce que notre richesse légendaire peut nous consoler? Alors, il y a d'abord les statistiques qui sont qui décrivent souvent très mal la situation. La statistique la plus forte, c'est la plus précise qui soit, consiste à diviser la production des 460 000 salariés luxembourgeois par les 620 000 habitants du pays, ce qui nous donne le PIB par habitant le plus élevé de la planète. Alors, évidemment, toutes ces comparaisons, tous ces chiffres ne permettent pas des comparaisons avec nos voisins. Si vous prenez le PIB par habitant des grandes villes de nos voisins, le PIB par habitant de Paris, le PIB par habitant de Munich, nous avons aussi des chiffres totalement déplacés. C'est ce qui nous arrive sur les statistiques. Mais il n'y a pas que notre PIB par habitant qui est difficilement comparable. Ce qui est aussi tout à fait particulier, c'est son évolution. Alors, vous voyez ici le PIB luxembourgeois sur base 100 en l'année 2000 évoluer de façon beaucoup plus vite auprès de ses voisins. Donc, le Luxembourg, c'est ce qui s'appelle, nous avons une croissance très supérieure à tous les autres. Mais là aussi, ce n'est que la moitié de la vérité, parce que cette croissance, ici, c'est la courbe jaune ici, c'est la même que la courbe bleue d'avant, elle est projetée sur la main-d'œuvre luxembourgeoise. Et vous voyez que, comme on l'a dit, la main-d'œuvre évolue exactement avec le PIB et de la même façon. En clair, depuis l'année 2000, vous voyez que ce PIB a augmenté de quelques 50%. Et ça veut dire en clair que nous n'avons pas évolué en productivité. Même si certains de nos modèles sont nos activités sont extrêmement productives, il reste que depuis le début du millénaire, notre économie a une productivité plate. Ici, le Luxembourg, c'est la productivité du Luxembourg en rouge en bas, par rapport aux heures travaillées et au PIB en haut. Vous voyez, les heures travaillées et le PIB augmentent et la productivité est stable. Alors, elle n'évolue pas. Donc, les atouts incontestés du pays qui attirent les activités et les personnes permettent à ce pays de produire toujours plus. Il y a une croissance. Le pays devient plus riche, mais les gens qui en vivent par tête ne le sont pas. Parce qu'il nous faut diviser cette richesse, évidemment, par davantage de personnes.
Et c'est le contraire, c'est tout le contraire de la croissance des grands pays. Vous voyez ici la productivité des grands pays de l'Union européenne en comparaison à celle du Luxembourg dans le tableau. Vous voyez que la productivité des autres augmente, ils s'enrichissent réellement, alors que le Luxembourg, lui, n'a pas d'augmentation de productivité, il n'a pas de vraie augmentation de richesse. Le pays s'enrichit, les gens ne s'enrichissent pas. Alors, pour le moment, nos finances publiques profitent de cette évolution, puisque la TVA, l'impôt sur les salaires et l'impôt par les entreprises s'envolent plus ou moins directement en corrélation avec la croissance, et l'État utilise cette manne. Vous voyez, le budget luxembourgeois, il utilise cette manne à concurrence de 47% pour les redistributions sociales. C'est énorme. À concurrence de 13% pour les investissements. C'est trop peu. Hein, même si le gouvernement se vante des investissements, c'est trop peu. Et aussi, évidemment, il s'en sert pour richement arroser les électeurs qui sont à Luxembourg, essentiellement les fonctionnaires et les retraités. Ensemble, ils sont la majorité de l'électorat. Et la part prépondérante des travailleurs qui permettent cet apport est généralement privée de passeport et de pouvoir électoral. Voilà la situation. Et je ne vise pas uniquement les frontaliers, mais aussi les autres étrangers qui peuplent nos entreprises. Alors, ils travaillent très majoritairement, nous l'avons vu, dans les entreprises privées, et surtout, ils sont en moyenne jeunes et bien portants, ce qui signifie que leurs patrons et eux-mêmes cotisent les caisses de la sécurité sociale sans un retour direct équivalent en ce moment. Alors, une fois qu'une effectif est plus vieux, plus retraité, ils vont vouloir recueillir leur part. C'est bien normal. Et c'est là une dette cachée luxembourgeoise monumentale. Et pour le moment, les caisses donc semblent regorger d'argent, et c'est ce qui permet à nos politiques de dire que nous n'avons aucun problème financier, que la crise du Covid, c'est cher, nous pouvons le payer, etc. Mais il faut bien voir que le jour où cesse l'apport en masse de jeunes travailleurs sains et bien portants, le système court à la catastrophe. Voilà la réalité, et cet apport en masse est un apport transfrontalier. Alors on comprend à quel point ils sont devenus essentiels, existentiels pour le modèle économique luxembourgeois. Alors on ne peut pas réduire évidemment l'apport de ces gens à un niveau simplement quantitatif. Il y a beaucoup de qualitatifs à plusieurs niveaux. D'abord pour les compétences, je l'ai déjà dit, mais aussi évidemment pour beaucoup d'autres choses. C'est ce qui fait la nationalité du Luxembourg. C'est un acquis à tout point de vue. Mais si nous parlons des flux monétaires, voici quelques chiffres qui ne sont pas inintéressants. Donc, vous voyez les chiffres en bas, les frontaliers payent l'impôt et les cotisations sociales pour à peu près 3,7 milliards annuellement fait, peut-être en 2018. Et puis, si vous regardez les prestations sociales qui sont payées et les pensions, nous en sommes à 2,3 milliards. Luxembourg est excédentaire sur ces chiffres. Par contre, évidemment, le Luxembourg paye des salaires très considérables, ce qui fait que les régions du Luxembourg en profitent très, très, très largement aussi par cet argent qui leur est apporté par le travail frontalier. Et donc, le calcul des prestations sociales, des impôts et des cotisations sociales fait que les frontaliers sont actuellement déficitaires, et c'est le secret des caisses luxembourgeois. Alors, le perpétuum mobile luxembourgeois va donc ainsi, on attire le capital étranger, les entreprises par des conditions favorables, on recrute massivement à l'étranger, surtout en région. C'est une main-d'œuvre dont le nombre croissant renfloue les caisses publiques, ce qui à leur tour permet des cotisations et des impôts relativement favorables, ce qui permet encore d'attirer les entreprises. Voilà le modèle. Mais ce jeu connaît évidemment des limites. Et politiquement,
je vous dis que le pays n'est pas mûr pour comprendre que notre système économique et surtout notre sécurité sociale ne peut pas éternellement fonctionner comme une pyramide. L'enjeu de la croissance infinie est actuellement discuté beaucoup à Luxembourg, notamment parce que les projections de l'évolution de la population sont celles que je vous montre là, que la croissance du PIB soit de 0% ou que la croissance du PIB soit de 4,5%. Le Luxembourg est supposé, d'après les Statec, franchir la barre du million d'habitants quelque part entre 2040 et 2060. Et de plus, il a besoin d'un apport frontalier qui, évidemment, va varier selon le fait si les gens qui viennent travailler à Luxembourg peuvent y habiter ou bien choisiront d'être ou de rester des frontaliers. Le SATEC a fait des calculs à cet égard que je peux vous montrer. Donc, des hypothèses où les frontaliers, les nouveaux apports, les apports en main-d'œuvre venant de l'étranger habiteraient dans le pays à 66%, à 50% ou à 33%, et vous voyez que les projections du STATEC font que les frontaliers, le nombre des frontaliers jusqu'en 2030 augmenterait soit à 250 000, soit à 280 000. Donc, vous voyez des croissances sur 200 000 aujourd'hui, donc vous voyez des croissances absolument faramineuses qui sont encore prévues actuellement par notre propre institut des statistiques. Mais la capacité de la région, des régions qui nous entourent n'est pas sans doute non plus. Donc, à l'heure actuelle, la Wallonie et la région du Grand Est constituent évidemment des réservoirs de main-d'œuvre, mais nous constatons que sous le vieillissement de la population, la grande région devrait faire face à une décroissance démographique. Alors, vous voyez ici l'évolution des populations selon les régions, qu'elle est prévue de 2014 à 2035. Et vous voyez que l'évolution de la population, c'est la colonne à gauche, et l'évolution de la population en âge de travailler à droite. Et la colonne de gauche et celle de droite se distinguent beaucoup, en ce sens que dans la grande région, le site de tout en bas, la population va augmenter sur cette période, mais la population en âge de travailler va diminuer dans cette période. Donc, en clair, nous avons besoin de plus en plus de gens et on a de moins en moins. C'est ça ce que ça veut dire pour résumer à quelques points. Vous voyez que ce sont des chiffres que vous trouverez aussi dans l'avis du CES si vous vous intéressez dans le détail. Ces prévisions constituent un immense défi pour toute la grande région, parce qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup d'entreprises ont difficulté à recruter, alors que, je l'ai dit au début, le déficit de création d'emplois en Lorraine et en Wallonie est un des moteurs de la démographie du travail, de la migration du travail. Donc aujourd'hui, quand même, les entreprises, notamment en Lorraine, se plaignent de plus en plus de ne pas trouver le personnel nécessaire, surtout parce qu'ils sont en concurrence avec des salaires souvent élevés à Luxembourg. Et nous, de notre côté, nous devrions absolument à Luxembourg gagner en productivité, c'est-à-dire essayer de faire plus avec moins de gens. Ça ne veut pas dire que nous voulons, que nous pouvons seulement renoncer à l'apport des femmes et des hommes d'où qu'ils viennent, et surtout des frontaliers, mais nous ne pouvons pas continuer à croître de la même façon et à faire accroître le nombre et le rythme d'importation de main-d'œuvre que nous l'avons fait jusqu'à présent, parce que tout simplement, il n'y en a pas assez. C'est aussi simple que cela. Et puis, nous ne savons pas comment les amener tous les matins en bouteillard, et nous ne savons pas comment les loger, puis du logement. Vous voyez que tout ça touche doucement à des limites. Alors, la grande différence entre notre région et celle des autres régions, c'est évidemment
que c'est évidemment la gouvernance. Lorsqu'on tire un cercle de 100 km, tout à l'heure, un cercle de 100 km autour du centre de Luxembourg-Ville, ben, vous touchez, tout le monde le sait, 4 pays, des structures régionales, des provinciales, des allemands et des départements français, des communes, surtout par centaines. Et puis, toutes ces entités sont concernées, tous ont leur mot à dire, et on est content. Donc, si notre métropole, que je viens de décrire, s'étend bien au-delà des frontières du Luxembourg, ça veut dire aussi que les intérêts vitaux et notre responsabilité économique en tant que pays dépassent largement nos frontières. Penser et organiser ensemble ce territoire. Voilà le défi des prochaines années. D'ailleurs, je peux dire que ça aurait été le défi des dernières 10 années. Et il ne manque pas de voir pour vous le répéter, mais je ne pense pas que nous l'ayons trop compris. Donc, face à ces enjeux, je pense qu'il ne s'agit pas tellement de savoir si et pourquoi le Luxembourg doit partager ses recettes fiscales avec ses frères, puisque c'est une question qui est souvent soulevée. Je crois que nous aurions besoin d'une véritable coopération qui assure une cohésion sociale et territoriale au sein de la grande région. Nous aurions besoin d'une vraie coopération transfrontalière. Alors, comment organiser ce territoire et comment le penser? Alors, en 1995, nous avons créé le sommet de la grande région, actuellement donc cette instance, si je puis dire, de gestion de la grande région. Elle regroupe les exécutifs politiques des entités territoriales de la région et elle devrait en principe être capable d'institutionnaliser la coopération transfrontalière. Sa présidence est biennale, exercée à tour de rôle par entité régionale, et la mise en œuvre de ces résolutions politiques devrait être confiée à des groupes de travail thématiques. Un secrétariat, maintenant un F sur un Z, le secrétaire de la grande région depuis 2014, et elle a des organes consultatifs comme le comité économique et social de la grande région et le conseil parlementaire interrégional. Elle crée aussi des institutions et des instruments pour assurer un développement plus harmonieux, comme notamment par exemple l'Observatoire interrégional de l'emploi. J'ai appris en me préparant pour cette conférence que le rapport Métro-Bordeaux il y a 10 ans avait déjà été beaucoup plus loin que ce que nous osons penser aujourd'hui en parlant de région métropolitaine polycentrique transfrontalière. C'est compliqué, mais je crois que c'est quand même, je lis quand même ce que ça veut dire, région métropolitaine polycentrique transfrontalière. Qui défendrait ses intérêts de façon cohérente aussi au niveau européen vis-à-vis des autres, et peut-être même vis-à-vis des États qui font partie de cet ensemble. Mais malheureusement, toute cette grande usine est largement inconnue de la population concernée. En tout cas, à Luxembourg, la gouvernance de la grande région ne fait pas partie du sujet qui sont les titres des luxembourgeois. Ça ne fait pas partie des débats électoraux, des programmes des partis ou des débats parlementaires. Je n'ai pas connaissance d'un projet, je ne vois pas de projet de co-développement du territoire vraiment approfondi de la part du gouvernement actuel. J'ai l'impression que les débats autour des ressources fiscales bloquent même les revendications de justifier et le gouvernement n'est pas en aveu non plus sur le caractère pyramidal du modèle luxembourgeois et de son empreinte sur la grande région. Alors évidemment, il est conscient en catimini que la dette cachée que ce modèle implique ne lui donne pas toute la latitude financière que nos voisins croient souvent être si spectaculaire. Alors, de toute évidence, la boutade de notre Premier ministre sur son manque d'envie de financer les décorations de Noël des communes avoisinantes n'est pas une vraie réponse à la réalité des besoins.
Le CES luxembourgeois n'a pas eu l'occasion, lui, de se prononcer à cet égard, pour des raisons que j'ai citées en début d'exposé. Nous n'y sommes pas, mais je suis personnellement d'avis que notre gouvernement luxembourgeois abuse un peu de sa position hiérarchique d'État souverain en manquant de projets de développement ambitieux et intégrés. Actuellement, la galère quotidienne des frontaliers pour se rendre au boulot, le stress sur les infrastructures de nos voisins et le niet absolu du gouvernement luxembourgeois sur les questions de rétrocession fiscale a quelque peu dégradé le climat dans la grande région, notamment avec la France. Et en effet, on nous le répète assez souvent, les disparités d'investissement peuvent choquer, alors qu'il s'agit, nous l'avons vu assez souvent maintenant, d'un territoire qui vit en symbiose, que nous voulions ou non. Alors, sur le point des rétrocessions fiscales, nous avons des maires de Metz et de Trèves qui se sont manifestés, notamment eux, et d'autres maires des communes voisinantes aussi. Ils ont été très explicites sur leur façon de voir cette question. Je donne à considérer deux questions qui sont dans ce débat et qui ne sont pas citées par l'inconfort politique majeur qu'elles risquent de susciter, mais qui jouent en sous-cutané. Il y a d'abord 4 noms. Le ton du niet luxembourgeois sur les questions fiscales ressemble pour beaucoup au ton du niet français sur la centrale nucléaire. C'est un peu un miroir, je pense, à méditer. Et ensuite, l'autre point, c'est la description que la France médiatique et politique fait de la fiscalité luxembourgeoise. Elle n'invite pas vraiment les Luxembourgeois à tenter un dialogue serein avec des élus français sur la fiscalité. Souvent, lorsqu'on est traité de paradis fiscal, de trou noir de la finance pendant des décennies, on n'est pas très réceptif à des appels au partage. Et ce dernier point est bien réel aussi, il est concret. Lors de la dernière refonte de la Convention en double imposition de la France et du Luxembourg, ce dernier a fait des concessions substantielles sur des points qui frappent la place financière, mais qui n'intéressent personne dans la région. Ça n'a pas suffi pour éviter aux Luxembourgeois de se faire traiter de tous les noms à l'Assemblée nationale française lors des débats de la ratification parlementaire. Et après cela, l'envie de réouvrir le dossier avec les maires des communes avoisinantes est très limitée. Ce sont des choses qui ne se disent pas, mais qui ont leur importance dans de tels lieux. Le CES luxembourgeois ne s'est pas du tout exprimé sur les rétrocessions, je doute personnellement qu'il y serait favorable, mais je ne peux pas préjuger, ce n'est pas moi le CES, je ne fais que des préjugés. Sur une certaine période d'ailleurs, sur une courte période. Mais dans la mesure où le CES se considère comme le représentant des salariés frontaliers et des employeurs aussi, je peux prédire plusieurs choses. D'abord, je pense que nos débats ne seront certainement pas marqués par des animosités cachées ou par des frustrations. Ce n'est pas du tout le climat au CES luxembourgeois. Et bien que les sommes en jeu, notamment sur les revendications fiscales, peuvent être très très importantes, on parle quelquefois de 2 000 euros par frontalier, ce qui met la barre à 400 millions d'euros par an, ce qui n'est quand même pas rien. Mais je pense quand même que nos débats à nous ne seront pas marqués par l'avarisme. Le CES analysera la logique d'un tel système. Les représentants des salariés au CES soutiennent traditionnellement la cause des frontaliers comme bénéficiaires des prestations familiales, des bourses, des crèches, etc., qui sont financées par l'impôt luxembourgeois. Et c'est une position qui serait mise à mal si l'impôt des frontaliers était partagé. Donc il faudrait voir quel est le calcul de part et d'autre, et on en viendrait à des comptes comme ceux que je viens de dire tout à l'heure, avec des dettes cachées qu'il faudrait alors mettre sur la table. Et puis, quant aux employeurs, ils se sont publiquement exprimés pour des investissements massifs de l'État luxembourgeois dans les infrastructures de la grande région. C'est de toute façon la position des patronats luxembourgeois.
Et donc, je pense qu'un consensus sera cherché du côté, en tout cas, de la coopération, même si ce terme, justement, doit être défini et il manque un contenu majeur peut-être à ce terme, mais je crois que c'est dans cette direction-là que le CES s'orientera et puis pas préjuger au-delà. De toute évidence, la pandémie actuelle va aussi marquer ce dossier, pour deux raisons. D'abord, le public luxembourgeois a constaté sa grande dépendance de l'apport en main-d'œuvre de la Belgique. Il n'avait pas peut-être compris toute l'envergure de cela. Et ce constat est marqué dans le public luxembourgeois par le sentiment désagréable de vulnérabilité, mais aussi très certainement par une reconnaissance envers les collègues frontaliers, notamment dans le secteur de la santé. Et puis, les observations sur lesquelles les frontaliers doivent être obligés de trouver du travail à Luxembourg sont un peu plus déplacées à Luxembourg actuellement que peut-être avant. L'autre changement, c'est le télétravail. Le télétravail est arrivé à balayer pour quelques semaines le souci d'embouteillage. On va soulever un certain nombre d'autres questions, évidemment, et pour quelques semaines seulement, parce que je viens de constater quand même ces derniers jours ces dernières semaines, que malgré le fait qu'il y a beaucoup de télétravail, les embouteillages sont de nouveau là. Alors, pour parler de la France en particulier, lors de la visite d'État en 2018, plusieurs accords ont été signés, notamment les accords qui ont mené à la nouvelle convention de non-double imposition, mais aussi un protocole d'accord relatif au renforcement de la coopération en matière de transport. Et l'État luxembourgeois s'est engagé à contribuer jusqu'à 120 millions d'euros. Et je pense qu'a priori, le gouvernement serait certainement prêt à augmenter son engagement si les projets sont concrets et que leur intérêt pour le remboursé est sensible. Ça, il l'a souvent dit, je pense qu'il s'y tiendra. De façon générale, le Luxembourg s'est déclaré au moment de ce sommet franco-luxembourgeois très favorable au renforcement de la coopération, pour laquelle, je cite, il a dit il y a 1000 sujets. Donc, il y a évidemment les transports, mais il y a la sécurité, la santé, la formation professionnelle, il y en a beaucoup plus que le président du CES que je suis ne peut même voir parce que c'est une telle panoplie de pistes de coopération possibles qu'il est difficile d'avoir la convention. Je citerai peut-être ici l'idée des élus du Sillon de Roi, à un moment donné, de créer un fonds métropolitain transfrontalier co-géré avec le Luxembourg, qui serait financé essentiellement par le Luxembourg, par les impôts des frontaliers, mais l'argent serait dépensé ensemble avec une gestion commune du Luxembourg et des élus du Sillon Lorrain. Les Luxembourgeois ont refusé d'être, je crois, et c'est regrettable parce que c'est quand même un dialogue sur ce genre d'initiative qui, je crois, serait indispensable. L'essentiel de la construction de solidarité transfrontalière solide est un problème de gouvernance. Il faut un aménagement du territoire et pour ça, on a besoin d'une gouvernance. Avec la France, on a créé le document européen de coopération territoriale. Albert Belval, il a vocation à incarner cet outil. Évidemment, c'est un outil bilatéral. Et là, on voit d'ailleurs un des problèmes qui se pose à la grande région. Y a-t-il des accords bilatéraux? Y a-t-il une grande région avec tout le monde à bord? Comment est-ce que l'on peut faire tout cela? Je crois qu'on est tout au début des réflexions. Je distinguerai deux approches différentes. D'abord, il y a l'aménagement d'une région du Grand Luxembourg, qui serait un projet commun à toutes les entités concernées. Alors, c'est un projet, évidemment, qui comprend essentiellement les routes, les voies ferrées, l'énergie, l'environnement, je l'ai déjà cité. Ce serait une œuvre de très, très longue haleine.
à mon sens, absolument nécessaire. C'est une question surtout d'aménagement du territoire, mais lorsque je vois le temps que Luxembourg a mis, il n'a pas encore fini pour aménager son propre territoire, je ne suis pas très optimiste, mais ceci dit, le temps n'est peut-être pas le problème, n'est-ce pas? Le Kirchberg, ça fait 60 ans qu'il est là et plus ou moins. Donc, pour une œuvre de cette envergure, il faut se prendre le temps, c'est évident, il faut commencer. Et je pense qu'on n'y est pas. Et puis l'autre chose à laquelle il faudrait à mon sens réfléchir, qui serait bilatérale, là, ce serait des zones de développement partagé. On a souvent parlé de franges à fiscalité différée aux frontières luxembourgeoises, mais ça pose pas beaucoup de problèmes internes aux États qui le feraient. Mais on pourrait réfléchir sur un régime similaire des zones de France sur les territoires précis. Alors que ces territoires pourraient être évidemment dans des enclaves dans le territoire d'autres États, c'est tout ce qui est possible. Après tout, le territoire est là, notamment dans la province du Luxembourg belge. Mais je crois que ça se réaliserait évidemment beaucoup plus facilement si les territoires en question de telles zones seraient sur la frontière, à cheval sur la frontière entre deux pays. Et ces territoires existent, les anciennes frites dans le sud du pays, le Principe rouge, par exemple, ne seraient pas des enclaves et on pourrait réfléchir à des régimes spécifiques qui seraient co-gérés par les deux États et dont les bénéfices pourraient aussi être engrangés des deux côtés de la frontière. Je pense qu'il y a des possibilités pour cela et des négociations bilatérales avec chacun de nos trois voisins serait parfaitement possible sur ce genre de zone. Alors le CES là-dedans, puisque c'est ça mon rôle, le CES a maintenant décidé formellement, sur l'initiative de salariés, de s'occuper maintenant de la formation transfrontalière, parce que c'est un sujet absolument essentiel sur lequel il faut commencer. Il y a des exemples réussis, l'Université de la Grande Région, il y a des coopérations entre la France et la SAR aussi qui sont réussies à cet égard, mais je pense ils pensent, en tout cas ceux qui ont pris cette initiative, pensent que des questions liées à la formation professionnelle sont importantes parce qu'ils déplorent un nombre insuffisant de coopération et effectivement une première initiative a été prise aussi par le gouvernement luxembourgeois sur notamment le personnel médical qui est si important pour le Luxembourg et dont les gens vont très souvent de l'autre côté de la frontière. Donc, nous allons certainement nous occuper de formation professionnelle très très bientôt, de reconnaissance des diplômes, des métiers, etc. Je pense aussi que la coopération en matière de santé serait un sujet. Il paraît qu'il y a des coopérations entre la France et la Belgique qui fonctionnent assez bien et qui pourraient servir d'exemple. Je ne sais pas si cette partie pourra être incluse dans nos travaux. Sur le télétravail, pour y revenir, nous avons fait un très très bon avis qui a totalement repensé la convention interne sur le télétravail à Luxembourg. Ce n'est pas un sujet sur lequel je peux entrer ici dans tous les détails, mais sur la partie transfrontalière, il y a peut-être deux ou trois choses à dire. La première, c'est que on a constaté dans cet avis que le télétravail coûte au Luxembourg, en ce sens que si les gens restent chez eux, ne consomment plus à Luxembourg, cela a un impact très considérable sur le commerce local, et notamment l'hôtellerie, la restauration évidemment sur le Luxembourg, avec des montants, on a fait des calculs avec des montants tout à fait impressionnants. Donc si le quart de la manœuvre luxembourgeoise restait chez eux pendant 1 jour par semaine, cela coûterait au Luxembourg et à son commerce à peu près 2000 emplois.
Cela coûterait 17 millions d'euros en cotisation sociale par an, 10 millions de TVA, 6 millions d'impôts sur salaire. Pour vous donner un chiffre, je ne sais pas à quel point ils sont réalistes, mais ils donnent quand même des ordres de grandeur. Et puis le télétravail coûtera aussi, s'il se développe à d'autres égards, puisque c'est ça la deuxième conclusion de notre CES que je dois citer ici, c'est que nous avons demandé au gouvernement luxembourgeois d'essayer d'étendre les jours de tolérance de travail à l'étranger jusqu'au seuil de sécurité sociale qui est donc de 25% du temps de travail. Et puis nous uniformiser ça pour les 3 pays qui nous entourent. Et cela, nous ne l'aurons pas gratuitement, parce que vous savez que cela comporte pour les États qui nous entourent, évidemment, des pertes fiscales potentielles. Je dis potentielles parce que si ça ne se fait pas, les frontaliers feront moins de télétravail. S'ils le feraient, évidemment, cela rapporterait sur les conditions actuelles un impôt à ces États, et ces États voudront avoir des compensations, et ces négociations-là n'ont même pas commencé. Voilà, j'en viens à la conclusion. Je vois que j'ai dépassé un peu le temps, mais pas trop. La grande région est un laboratoire absolument fantastique et on doit regretter que la Commission européenne ne semble pas en avoir compris l'envergure et l'importance, puisque le frontalier de notre grande région est vraiment l'exemple type du citoyen européen. Il profite de sa liberté de mouvement et il construit l'Europe tous les jours et toutes les conditions ne sont pas idéales pour lui. Donc, je crois que c'est un laboratoire dont il faudrait s'inspirer pour améliorer la vie des gens et la cohérence de la région qui est concernée. La machine à succès luxembourgeoise doit énormément à ses frontaliers et au réservoir de main-d'œuvre de la grande région, parce que sans ce réservoir, le Luxembourg ne serait pas ce qu'il est. Ça nous a permis de créer une métropole avec une empreinte qui dépasse les limites de souveraineté. Aujourd'hui, l'enjeu au niveau de la grande région est non seulement d'ordre économique, démographique et social, il est surtout un enjeu de cohérence, de développement et de cohérence territoriale. C'est ça qui est important, et la responsabilité essentielle d'une telle démarche incombe, ça c'est ma conviction personnelle, pas celle du CS, elle incombe surtout à l'État luxembourgeois, puisque c'est le seul État souverain parmi les 5 régions qui composent la grande région, et c'est parce qu'il est un grand bénéficiaire de cet état de fait qu'il devrait se sentir responsable d'une démarche globale. La capacité du Luxembourg à soutenir le développement de ses voisins ne doit pas être surestimée non plus. Le modèle luxembourgeois connaît des limites, un bon nombre de défis, une grande dette cachée. Sa soutenabilité est compromise car basée sur une course à la croissance sans productivité. C'est pour ça que je pense qu'une coopération politique forte doit répondre à des revendications simplement financières. Et malheureusement, le microcosme politique luxembourgeois ne connaît pas très bien les rouages politiques de la grande région. Il n'entretient pas de relations personnelles politiques privilégiées au même titre que celles dont il se vante souvent au niveau européen. Le découpage de souveraineté des compétences, de responsabilité démocratique dans la grande région n'est pas non plus, et ça rend difficile évidemment de gérer cette région comme un espace global, et pourtant les problèmes liés à la croissance de la métropole luxembourgeoise qui est au centre de cette région sont tels que le modèle économique du Luxembourg et la prospérité de toute la région dépendent de cela, et je crois que la cohésion si essentielle de cette région a été négligée. Je vous remercie. Madame Vanesque m'a dit que j'étais à disposition pour vos questions. Et que je suis volontiers. D'abord, je remercie le président du Conseil économique et social pour la conférence qu'il a donnée ce soir pour le cercle.
Je remercie également le secrétariat général du Conseil qui, ensemble avec le bourgmestre, elle et le cercle, ont préparé un papier de cette manifestation. Et pour ouvrir le débat, je passe la parole à M. Christophe Kral, député européen, représentant. Merci beaucoup et merci M. Romes pour la présentation que vous nous avez faite. Vous avez bien illustré le principe de la métropole multicentrique transfrontalière, comme vous l'avez décrit. Et effectivement, je pense que vous avez bien mis en évidence l'interdépendance de nos territoires. Vous avez aussi mis en évidence qu'on aura un déficit démographique justement pour financer aussi nos modèles social dans la grande région. Donc, effectivement, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez aussi des statistiques sur justement quelle démographie va nous manquer? Évidemment, ceux en âge de travail pour financer le modèle, mais est-ce qu'il y a aussi, vous dites qu'il faut faire plus avec moins, donc on va se spécialiser davantage, on va créer plus de valeur ajoutée par travailleur, disons. Donc, est-ce qu'on aura un gros manque de main-d'œuvre qualifiée et même hautement qualifiée? Quelles sont les perspectives aussi pour la grande région d'attirer justement cette main-d'œuvre hautement qualifiée? Il y a évidemment des modèles européens pour ce faire, mais est-ce que vous avez une stratégie et une statistique pour ce faire? Je n'ai pas de statistiques au-delà de celles que je viens de vous citer et au-delà de celles qui sont dans la vie. Enfin, pour répondre quand même, il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, nous devons former dans la grande région des gens. Nous avons des universités dans la grande région, dans les 3 pays qui nous entourent. Nos étudiants ont l'habitude d'aller étudier même plus loin et de revenir au pays ou dans la région. Et donc, je pense que nous avons quand même des capacités intellectuelles dans cette région pour le faire. Il y a des coordinations qui seraient certainement bienvenues pour que cela profite à tout le monde. Mais nous devons former nos propres gens. Ça, c'est la première chose. C'est une évidence. Nous avons aussi la capacité d'attirer des gens qui viennent d'autre part. Nous avons aussi des travailleurs à Luxembourg qui viennent de Bordeaux, par exemple. Il y a beaucoup de frontaliers qui viennent de plus loin habiter aux frontières qui restent dans leur pays, donc frontaliers qui bordelais qui viennent travailler à partir de la Lorraine au Luxembourg. Voilà. Ce genre de profil existe effectivement aussi, mais je n'ai pas de chiffres à cet égard, mais je crois que nous avons les capacités évidemment d'attirer du monde si nous créons du monde. Mais l'autre chose que j'ai dit, c'est que nous avons un problème de productivité sur l'économie luxembourgeoise en particulier d'abord, et puis nous avons un débat de croissance au pays qui fait que on a des débats quelquefois déplacés. Je donne un exemple. Nous venons de perdre un prospect qui allait s'installer à Luxembourg. La laiterie et fabrique de yaourts faillit qui voulait s'installer avec nous. Une des observations qui a été faite à cet égard par un de nos politiques a été on n'y engagera que des frontaliers. Évidemment, ça a été ressenti par beaucoup de pays comme particulièrement déplacés. Ce qui est correct là-dedans, c'est que nous devons absolument essayer de créer un emploi. Et là, je ne parle pas du Luxembourg lui-même, mais je parle de tous, de la grande région. Nous devons absolument essayer de créer des emplois à haute valeur ajoutée avec une grande productivité. Donc, essayer de créer de la valeur avec relativement moins de gens. D'abord parce que nous n'avons pas tellement de gens dans la grande région, et surtout pas au Luxembourg. Ensuite, parce que il faut augmenter la productivité, il faut aller avec un monde qui se digitalise, qui devient de plus en plus complexe. Mais ce n'est pas la réponse à tout non plus, parce que tout le monde ne va pas être prix Nobel non plus. Donc, il faut donner du travail aux gens de toute nature. Mais en tout cas, de façon générale, nous devons essayer d'augmenter la productivité et donc d'essayer de créer de la valeur ajoutée
sans importer à Luxembourg encore plus de gens, notamment parce que les régions autour de nous ont besoin de leurs propres gens, eux aussi. Voilà le genre de réponse que je peux donner jusqu'à présent. Merci, M. Romes, Franz Clément du Club Bernard, et je suis chercheur au LISER à Elval, on se connaît depuis pas mal de temps. Tout à fait. Je voudrais revenir un petit instant sur la question de la gouvernance. La semaine dernière, le ministre d'Ankertsch, le ministre du Travail, s'est fâché en disant on nous cherche des poux, nous ici au Grand-Duché, alors qu'on fait des efforts vis-à-vis de l'étranger. Il voulait dénoncer par là l'attitude de la France, surtout qui essayait de négocier de nouveau des compensations fiscales dans le cadre de l'augmentation du télétravail qui est due au Covid-19. Je lui donne entièrement raison, je pense, parce que pour observer la situation depuis longtemps, j'ai quand même l'impression que la gouvernance, elle est à sens unique. Des pays, je ne prends pas le cas de l'Allemagne, c'est un pays quand même relativement bien géré, mais si je prends le cas de la Belgique et de la France, on connaît le Grand-Duché dans un seul sens, pour aller lui demander de l'argent. Et on considère le Grand-Duché, je trouve, comme la vache à lait de la grande région. C'est-à-dire qu'on va frapper à la porte parce qu'on sait où l'argent se trouve, en demandant à recevoir des choses pour finalement, je vais dire, compenser les problèmes que l'on a chez soi. Mais on ne se rend pas compte, à la fois en Belgique et en Lorraine, que seraient ces deux régions-là s'il n'y avait pas le Grand-Duché à côté. Imaginons quel serait l'arrondissement d'Arlon ou le nord de la Lorraine si on n'avait pas tous nos nationaux belges et français qui avaient la chance d'avoir un emploi au Grand-Duché et surtout de faire revenir le produit de leur salaire sur leur propre territoire national. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant dans l'attitude de la Belgique et de la France, c'est de toujours aller considérer le Grand-Duché vraiment comme le donneur d'argent, alors que je pense qu'il y aurait sans doute des économies à faire en interne dans certaines choses aussi. En France, directement, les Français disent chez eux, nous avons un millefeuille administratif, des communes de 30 habitants qui ne sont pas fusionnées, que l'on met avec des agglomérations, des communautés de communes, des métropoles, etc. Tout ça doit avoir un coût absolument énorme. Chez nous, en Belgique, quitte à lancer un pavé dans la mare ici, mais on ne doit aussi avoir une réflexion, je crois, sur ce à quoi servent encore aujourd'hui les provinces depuis le phénomène de régionalisation. Donc moi, je me demande quand même, avant d'aller demander toujours de l'argent au Grand-Duché, pour un return dont on ne voit pas toujours d'ailleurs le résultat sur le terrain, est-ce qu'il ne faudrait pas en matière de gouvernance, qu'en Belgique et en France, on mette d'abord de l'ordre chez soi? Ce n'est pas une question, c'est une réflexion que je voulais faire, mais je suis quand même toujours assez scandalisé de le voir dans le débat sur l'augmentation des jours de télétravail. On l'a eu en Belgique, on négociait de passer de 24 à 48 ou à 50 jours. Qu'est-ce que l'on découvre? C'est que l'administration fiscale demande une compensation financière entre nous. Et là, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas une question. Je voudrais quand même mettre ce que vous dites un peu en relation avec ce que moi j'ai dit. J'ai dit que je ne pensais pas que le CES serait favorable à des rétrocessions fiscales. Alors, vous parlez de mon propre nom, moi je ne le suis pas. Pour les raisons que vous avez bien dites. Mais ce que je dis aussi, c'est que le Luxembourg a quand même une responsabilité qui dépasse ses frontières nationales sur l'ensemble de ces questions. Ça me semble être évident, il a un intérêt à ce que la grande région fonctionne de façon à peu près cohérente. Il a un intérêt à ce que les gens puissent se déplacer et puissent vivre dans cette grande région. Il a un intérêt à ce qu'il n'y ait pas un développement qui s'arrête aux frontières luxembourgeoises. Tout ça serait absolument néfaste pour l'ensemble de la grande région. Et donc le Luxembourg, qui est quand même au milieu de tout ça et qui est un État souverain, doit, à mon sens, prendre des initiatives pour arriver à un développement cohérent. Et cela peut évidemment coûter aussi de l'argent. Je crois qu'il a plus d'argent à disposition que les autres et il a un intérêt très manifeste. Que cela ne se traduise pas par un virement, je suis plutôt d'accord avec vous, que le Luxembourg ne se sent pas responsable de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Je ne pense pas que ce soit la solution. Bien, je suis peut-être le seul Français de ce colloque. Alors, d'abord, peut-être
J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, de lire les contributions, les avis que le CES a donnés concernant le travail frontalier sur les 3 avis qui ont été délivrés depuis le début de l'année par le CES. Pourriez-vous vous présenter parce que, oui, voilà, je suis Alain Casoni. Je m'en doutais bien, M. Casoni, mais je voulais que vous disiez parce que voilà. Passé. Oui, tout à fait. Voilà, alors peut-être j'ai été maire de Villerupt pendant un peu plus de 20 ans. Je suis conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle et c'est clair que la question du travail frontalier dans une commune où pratiquement 70% de la population active travaille ici au Grand-Duché, c'est une préoccupation et surtout un enjeu pour l'avenir. Donc je redis, Monsieur le Président, tout l'intérêt avec lequel j'ai lu les contributions du CES et je pense qu'elles sont utiles à ce travail de réflexion que vous animez, mais surtout à éclairer les enjeux auxquels le territoire est confronté. Alors, il y a peut-être d'abord une précaution à prendre, éviter les caricatures. Je viens d'entendre un propos là que je trouve pour le moins déséquilibré. Parce que, alors bien évidemment, nul n'est parfait. Il y a dans l'organisation administrative et politique, dans l'économie ou les choix économiques qui sont faits par, alors je parle de ce que je connais peut-être, par la France, il y a sûrement beaucoup à dire. Mais de là à caricaturer les positions de certains élus français qui demandent des compensations ou une rétrocession au Grand-Duché, je trouve que, attention, quoi. Attention aux mots qui sont employés. Parce que si je voulais préciser les choses et peut-être, Monsieur le Président, compléter un peu, ou donner d'autres aspects sur la relation entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, je rappellerai par exemple que les frontaliers cotisent à l'assurance dépendance au Grand-Duché pendant leur période d'activité professionnelle, mais également pendant la période où ils sont pensionnés, mais ils n'ont pas droit ensuite aux prestations de l'assurance dépendance puisqu'ils résident en dehors du Grand-Duché. Il faut rappeler, et ce sont pour les départements, que ce soit la Moselle, Meurthe-et-Moselle, qui ont à supporter les dépenses liées à la perte d'autonomie ou à l'avancée dans l'âge, ce sont des millions, des dizaines de millions que les départements supportent alors que les cotisations restent dans la caisse dépendance du Grand-Duché. Alors quand on dit que les Français réclament de l'argent au Grand-Duché, il y a, ayant ça présent à l'esprit, je peux citer également l'indemnisation du chômage. L'indemnisation du chômage des frontaliers français ayant travaillé au Grand-Duché coûte à la France, a coûté en 2018 à la France pratiquement 110 millions d'euros. Alors que sur la partie, sur les impôts payés par les frontaliers, 9% alimentent la caisse de chômage du Grand-Duché, mais c'est la France qui supporte la quasi-totalité de l'indemnisation des travailleurs frontaliers. Il faudrait citer également les frais de formation initiale, secondaire, supérieure, que la France avance par la position publique pour des gens qui ensuite vont travailler au Grand-Duché et qui participent par leurs impôts, par le travail, à enrichir également le Grand-Duché. Et je pourrais donner encore d'autres exemples. Donc attention de ne pas caricaturer. Après, j'en terminerai là-dessus. Voilà, on vit sur un territoire qui a une histoire commune avec le Grand-Duché. À l'époque, dans les années 50-60, on était, vous l'avez rappelé, y compris, Monsieur le Président, dans votre présentation, on avait sur notre territoire des Luxembourgeois qui venaient travailler en France. Et puis ensuite, pour l'évolution économique, démographique, a fait que sur cette histoire que nous partageons avec le Grand-Duché, on a une histoire que l'on partage à la fois du point de vue économique et du point de vue humain. L'émigration italienne en particulier dans le sud du Grand-Duché ou dans le nord lorrain, voilà, nous la partageons entre ces territoires français et le Grand-Duché. Et au regard un peu de cette histoire, même si après l'évolution économique était différente,
mais je continue à penser que nous avons un navire à construire ensemble. Nous avons un navire à construire ensemble, et la question du partage de la richesse entre le pays donneur de travail et le pays de résidence, c'est une vraie question. Enfin, je considère que c'est vraiment un enjeu majeur de la réussite de cet avenir que nous voulons construire en commun sur notre territoire, en particulier à travers un projet d'agglomération transfrontalière. Mais comment, Monsieur le Président, réussir ce travail en commun? Quand vous l'avez évoqué, le différentiel de richesse d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre, ou le Grand-Duché, vous avez donné des chiffres, est le pays qui a le PIB par tête d'habitant le plus élevé, alors qu'en Lorraine, le PIB est 4 fois inférieur au PIB luxembourgeois. Et sur ce territoire frontalier, sur ce territoire où résident les travailleurs frontaliers qui vont œuvrer au Grand-Duché, eh bien, nous sommes des territoires qui sont encore plus pauvres que les autres territoires français. Sur le territoire de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, qui rassemble 8 communes à proximité d'Esch-sur-Alzette. Il y a, selon une étude conduite par la région Grand Est, sur les 8 communes, il y a 6 communes qui sont classées communes pauvres. Et dans ces communes réside un pourcentage de travailleurs frontaliers qui tourne entre 70 voire 90% de la population active. C'est-à-dire que nos territoires supportent la quasi-totalité des charges de résidence de ces travailleurs frontaliers. Que ferait le Grand-Duché si demain, par exemple, les 200 000, plus de 205 000 travailleurs frontaliers français, belges et allemands déménageaient avec leur famille pour vivre au Grand-Duché? Est-ce qu'on peut se dire raisonnablement que cet afflux massif de population n'aurait aucun impact sur les questions de fiscalité, sur les questions d'aménagement, de développement économique du Grand-Duché? Et si aujourd'hui le Grand-Duché, me semble-t-il, se pose un certain nombre de questions, ou a la possibilité d'avoir une politique sociale, comme ça a été évoqué dans votre présentation, Monsieur le Président, aussi attractive, il le doit aussi au fait que ce sont les pays voisins qui supportent ces charges de résidence de pratiquement de 43% de sa population active. Alors voilà, je pense que le travail, il est, comme vous disiez, Monsieur le Président, il est intéressant, il est utile, vous l'éclairez les enjeux. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui méritent également d'être rappelés. Je vais citer quelques-uns sur la façon dont les pays frontaliers supportent également un certain nombre de charges. Mais je pense qu'à l'exemple de ce qui a été voté par le Conseil de l'Europe fin 2018, ou à travers, après le rapport qui a été présenté par M. Karl-Heinz Lamberts, pratiquement la quasi-totalité des membres du Conseil de l'Europe ont simplement dit qu'il fallait un juste partage de la richesse sur les territoires frontaliers. Je pense que cette question-là mérite effectivement d'être examinée sereinement, sans agressivité, sans caricature, parce que, à l'exemple de ce qui existe entre les territoires du canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, on voit un principe de redistribution de la richesse sur les pays où résident, sur les territoires, pardon, où résident ces travailleurs frontaliers, peut conduire à des développements qui sont utiles de part et d'autre de la frontière. Pour donner l'exemple le plus récent, il y a quelques mois de cela, a été inauguré entre Genève et Annemasse le Léman Express, qui a été en partie cofinancé par une partie de cette redistribution que Genève renvoie vers les territoires où résident les travailleurs frontaliers français, et tout cela aussi conduit à un développement équilibré de part et d'autre de cette frontière. Voilà, je tenais à redire un peu l'importance de cette réflexion sur la question des moyens qu'il convient de consacrer à ces questions. Je pense que c'est faire injure à personne que de penser qu'on ne peut pas avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, une spécialisation des territoires, où d'un côté, il y aurait
les charges de résidence, de l'autre côté, les recettes de la richesse produite par le travail français. Donc il faut dépasser, en termes d'aménagement du territoire, en termes de réflexion, ce qui caractérise aujourd'hui les territoires de part et d'autre de la frontière, et puis faire en sorte que voilà, la richesse puisse être mieux utilisée, mieux partagée pour faire en sorte que puisse se construire cet avenir commun sur nos territoires frontaliers entre la France et le Grand-Duché. Oui, merci M. Casoni. Je pense que nous ne voulons pas ici traiter dans le détail la question des rétrocessions fiscales et surtout ne pas ouvrir un débat sur cela. Je ne partage pas vos conclusions, je partage beaucoup de choses de ce que vous dites. Par contre, il est évident que si le territoire de résidence, comme vous l'appelez, appartenait à Luxembourg, à l'État grand-ducal, le gouvernement de Luxembourg le traiterait différemment. Voilà, c'est évident, et pourtant, ce qui vient de là, c'est la prospérité aussi de ce pays. Il est vrai aussi que au niveau des flux financiers de l'un et de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Il y a d'abord ce que M. Clément a rappelé, je peux rappeler aussi, il y a quand même 11 milliards, plus de 11 milliards par an qui viennent dans les régions autour de nous, inondent, si je puis dire, ces régions, qui sans cela se porteraient beaucoup plus mal. Il y a le fait que le Luxembourg, et c'est pour ça que je l'ai rappelé, a vis-à-vis de ces territoires une dette qui est à présent cachée. Le Luxembourg va continuer à payer les pensions pendant des dizaines d'années dans ces territoires, ce qui est parfaitement normal. Je ne voudrais pas du tout donner l'impression de contester cela. Ce qui est parfaitement normal, mais ce qui va faire que des flux énormes seront déversés au-delà des frontières qui ne seront plus à disposition de l'économie luxembourgeoise, que du tout, il n'y a pas un sou qui restera au Luxembourg de cela, et qui va hypothéquer nos finances publiques pendant de très très longues années encore. Il faut y penser dès aujourd'hui, à mon sens, on n'y pense pas assez. Il y a la question, vous avez parlé de l'assurance dépendance et de l'assurance chômage. Ce sont là aussi des sujets très intéressants, en ce sens que le Luxembourg, justement, n'a pas de système de cotisation dans des caisses particulières, ni pour la dépendance, ni pour le chômage. Tous les deux sont financés par l'impôt à Luxembourg, ils ne sont pas dans les autres pays autour de nous. Si le débat sur ces questions avance, peut-être que le Luxembourg, à un moment donné, va introduire des cotisations au chômage, par exemple, parce que vous savez, notamment sur le chômage, que l'Europe est en train d'ouvrir ce débat et de vouloir faire payer, en l'occurrence, plus par le Luxembourg pour les chômeurs qui auraient perdu leur emploi sur le marché du travail luxembourgeois. Dans ce cas-là, peut-être que le Luxembourg devra revoir son financement. Plus que financement, là aussi, c'est important de dire, le Luxembourg est alimenté certainement par des frontaliers, mais il n'est pas riche, en particulier par les frontaliers. Les caisses de cotisation sociale peut être mis en partie, en tout cas, le budget moins. Puisque ce ne sont pas les couches de population qui payent l'impôt, et surtout, ce n'est pas l'impôt l'impôt sur salaire qui fait à lui seul le bonheur du budget luxembourgeois. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions, mais il mérite peut-être tous d'être sur la table pour qu'on en parle. Ça, c'est une autre question. Mais je le répète, le Luxembourg a des obligations vis-à-vis de ces territoires, des obligations financières qui ne sont pas connues. Et je pense qu'il y a des obligations politiques qui les guident. Ça, c'est ma conviction personnelle que j'ai exprimée, en tout cas, ce soir. On va voir ce que le débat. Merci. Moi, je viens aussi, comme Franz, de cette région de la province de Luxembourg. On bénéficie effectivement de rétrocessions, donc le débat sera un peu différent par rapport à nos homologues français. Mais c'est vrai que même en province de Luxembourg, j'entends parfois le genre de réflexion que M. Casoni a fait. Entre nous, je peux l'entendre, mais je pense que vous l'avez cité, 11 milliards de retombées
du Grand-Duché vers la Grande-Bretagne. C'est quand même curieux qu'on fasse la comparaison de ces retombées, de tous ces travailleurs qui reviennent du Grand-Duché pour aller habiter en province de Luxembourg, qui construisent leur maison, des entrepreneurs belges, acheter dans les commerces belges. Tout cet argent qui revient grâce au salaire intéressant du Grand-Duché, c'est très souvent une grande partie d'argent qui est dépensé en Belgique, en province de Luxembourg. Ce qui fait que, et je n'ai pas peur de le dire, sans le Grand-Duché, la province de Luxembourg serait un désert économique. Je dis, on doit remercier chaque fois, chaque jour, le Grand-Duché de sauver la province de Luxembourg d'être un désert économique. On n'aurait pas le Grand-Duché, ce serait le borinage. Ce serait une catastrophe. Donc, je pense qu'il faut voir aussi, pas seulement sur l'aspect des dépenses. Il y a énormément de revenus qui reviennent en Belgique grâce au Grand-Duché, et maintenant qu'on le mette aussi dans la balance et qu'on compare. Je ne suis pas convaincu qu'on aura nécessairement une analyse en disant oui, les dépenses, est-ce que ça vaut vraiment la peine de négocier beaucoup de rétrocession comparativement? Voyons les montants en jeu. Les rétrocessions, ce sont des centaines de millions. Les retombées dans la province de Luxembourg, c'est des milliards. Voilà la comparaison. Daniel, si je me souviens, on avait calculé ensemble plus ou moins 2 milliards de revenus. Oui, même 3. Si vous ne savez pas, si vous imaginez, pour une province de 280 000 habitants, une retombée de 3 milliards d'euros. Donc, quand on sait qu'en Belgique, on se dispute entre nous pour savoir si les Flamands payent pour les Wallons et autres, on parle plutôt, si on devait parler de la province de Luxembourg, d'un afflux d'argent de 200 millions. Je dis, le Grand-Duché, grâce au Grand-Duché, il arrive 2 milliards, 3 milliards, et on pourrait reprocher à la province de Luxembourg de bénéficier de 200 millions des autres provinces belges. Voilà, ça c'est les sommes en jeu. Donc là, je pense qu'il faut mettre ça en perspective. Un autre point sur lequel je vais peut-être attirer votre attention, qui est tout intéressant dans le débat de la mobilité. Ce qui se passe maintenant, j'ai eu l'opportunité de faire un travail de fin d'étudiant sur la question de la mobilité, ou qui commençait à mettre en avant un autre phénomène qui se produit. C'est-à-dire que les gens ont tellement de difficultés pour arriver à Luxembourg, qu'ils commencent même à renoncer donc à l'avantage qui sont de travailler au salaire de son emploi, et qui préfèrent, pour un confort de vie, retourner travailler dans leur province. Donc ça, je serais curieux de voir dire que vous encore perdu. Ça, je pense que c'est tout ce que j'ai fait. S'il y avait un quart de télétravail, enfin un quart de personnes qui télétravaillent, j'ai essayé de retrouver le chiffre. Donc je serais curieux pour regarder un peu le phénomène inverse, ce phénomène que j'ai anticipé, voir si ça aussi ne commence pas vraiment à pénaliser le Grand-Duché. Et que peut-être le télétravail, justement, d'une certaine manière, pourrait peut-être éviter ce retour de travail transfrontalier. Et un dernier point, parce que c'est quand même triste aussi, parce que j'ai admiré énormément la façon dont vous avez l'autorité. C'est vraiment, je suis toujours en admiration parce que ça, avoir une telle autorité, ça, je pense que c'est vraiment, ça nous vient à débat, c'est une honnêteté intellectuelle qu'on doit, qui ouvre un débat qui est très respectable. Au niveau belge, par exemple, je n'ai pas peur de dire. Bien s'imaginer que même quand l'État luxembourgeois a proposé de l'argent pour améliorer les lignes de chemin de fer, les Belges ont dit non. Il faut quand même s'imaginer dans quelle situation parfois la province se trouve, la province de Luxembourg, et là, ce que vous disiez très bien, malheureusement, la province de Luxembourg n'est pas souveraine, et donc elle est sujette aux décisions de Bruxelles ou de Namur, et là, malheureusement, on se rend compte que même quand le Grand-Duché offre de l'argent à la province, enfin, dans les infrastructures qui bénéficient à la province de Luxembourg, les dirigeants belges balayent souvent ça d'un revers de la main et finalement n'acceptent même pas de cofinancer avec le Grand-Duché des infrastructures. Donc on a besoin aussi parfois d'un appui politique, des politiques radicaux pour essayer de convaincre nos propres responsables belges d'accepter de travailler et de cofinancer certains projets. C'est aussi un travail politique.
Oui, si je peux réagir à cela, deux choses. Donc, il est évident que le Luxembourg a omis de construire les logements nécessaires pour son propre développement depuis au moins 20 ans, ce qui fait que l'immobilier explose et qu'il devient difficile pour les Luxembourgeois de vivre dans le pays. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on aurait pu importer plus de gens si on avait les logements à leur offrir. Aujourd'hui, les Luxembourgeois, au contraire, commencent à devenir des frontaliers, comme je l'ai dit, pour les problèmes de mobilité. C'est d'ailleurs le problème social primordial au pays. L'autre problème, c'est l'embouteillage. Et toutes ces deux choses font que le Luxembourg est en train d'assècher son propre modèle. Les gens ne viennent plus. On ne peut pas demander à quelqu'un de venir de Namur ou de Nancy, ce qui est déjà assez inconfortable si en plus, pour les derniers 50 km, on met 2 heures. Ce n'est pas possible. On est en train d'assècher son propre modèle. C'est un réel problème. Alors, une solution, c'est évidemment une solution pour les personnes concernées. D'abord, ils disent, tant pis pour les 1 000 € de plus que le gagne à Luxembourg, encore bien de rester chez moi. L'autre, c'est le télétravail. Alors, pour le télétravail, je crois que on pourrait imaginer évidemment que les gens restent chez eux jusqu'à 25% du temps de travail en disant, tant pis, je vais payer les impôts qui vont avec. Je crois que c'est un phénomène qui va se produire. Le Luxembourg, il perdra de l'argent et les gens, les pays autour de nous, ils gagneront de l'argent, mais ça a sa logique. Il n'y a pas de problème à ça. La limite étant les 25%, parce qu'à partir de là, on tombe dans la sécurité sociale de son pays de résidence, ce qui a un coût, mais je ne parle même pas du coût, je parle du problème que ça concerne alors votre employeur, et l'employeur lui dira d'abord, je ne veux pas payer plus, et en plus, je ne veux pas avoir des problèmes administratifs et des retenues d'autres États, etc. Je n'ai pas envie de vivre cela. Il va dire à son personnel de rester au moins pendant 75% du temps chez lui. Jusque-là, évidemment, il peut ne pas venir. Ça va coûter de l'argent à l'État luxembourgeois, ce qui fait que l'État luxembourgeois devrait être en contrepartie d'accord si on étendait cette tolérance à payer de l'impôt aussi. Parce que sinon, on le perdrait de toute façon, justement pour le phénomène que vous évoquez. Voilà sur cette question. Alors l'autre, vous dites que j'ai critiqué mon propre pays, alors je vais critiquer un peu alors le train de Bruxelles, vraiment c'est un scandale. Alors là, vraiment c'est un scandale. Le Luxembourg, je pense, devrait mettre là l'argent sur la table, c'est une chose, mais la Belgique devrait absolument essayer de faire quelque chose. Et d'ailleurs, la France devrait nous aider à cet égard, parce que entre Bruxelles et Strasbourg, il devrait y avoir une ligne qui fonctionne, alors qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout. Alors la France, évidemment, a fait le sien de son côté, il ne faut pas lui rapporter pas parfait, parce que le TGV existe, mais puisque le TGV est un cul de sac en direction du Luxembourg, au lieu de continuer vers Bruxelles, ou quelque chose au moins de pratique de Luxembourg à Bruxelles, ce serait vraiment une nécessité absolue pour Luxembourg. Évidemment, on soupçonne que le gouvernement bruxellois fait ça plus ou moins exprès pour justement rendre le Luxembourg de Strasbourg moins attractif. Donc là, évidemment, ça c'est un vrai scandale qu'il n'y a aucune direction dans laquelle on peut moins bien voyager que vers justement Bruxelles, qui est quand même pour les Luxembourgeois la métropole quand même proche. Franchement, c'est vraiment le voisin. Oui, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est vraiment très difficile à comprendre. Vu le temps qui passe, je propose, moi, de faire maximum 3 questions, si vous êtes d'accord, oui, clôturées par un mot, par le bourgmestre ou par vous, monsieur. Donc, tout d'abord, il y avait monsieur qui avait le micro. Il était d'abord. Oui, je vais vous donner. Cette conférence, je crois que les débats sont nourris et témoignent sûrement de l'intérêt que les propos que vous avez tenus ont pu susciter comme réaction. Et je vois que l'heure avance et je pense qu'il est raisonnable maintenant de penser à clôturer cette conférence.
Ici, éventuellement, oui, une petite question, une dernière, on va dire, et puis alors nous clôturons, si vous êtes d'accord. En tout cas, merci et bonne soirée à tous. Je vous remercie, surtout que c'est la première fois pour moi que je viens ici, que je vous rencontre. Donc, merci, heureux de pouvoir prendre la parole. Il est vrai que quand il faut faire seulement 3 heures de TGV venant de la gare Lorraine TGV pour aller jusqu'à Bruxelles en passant par Paris-Charles de Gaulle et Lille Europe, alors qu'il me faut 5 heures pour faire la même chose en passant par Luxembourg, on est en droit de se poser des questions concernant le sabotage de certaines capitales envers le Luxembourg. Je me présente donc, je m'appelle Maurice Selvet. Je suis gestionnaire de société, administrateur d'associations et avant tout créateur de communautés. Je suis fédéraliste, certes, mais encore plus fédérateur. Et je m'excuse pour le retard que j'ai pris pour venir jusqu'ici parce que je viens de Bruxelles directement. Je suis originaire de Mons et je peux vous dire que le borinage est très sympathique, beaucoup de gens très bien. Et j'habite Ostende, et donc je fais le trajet tous les jours, Bruxelles-Ostende, pour venir travailler, mais comme quand on a la passion du travail, parfois, ça vaut bien la peine. Je voulais vous poser une question parce que, bon, voilà, j'entends beaucoup de questions querelles un petit peu exprès dans l'Assemblée, donc je découvre un peu ce milieu avec beaucoup d'intérêt. Je voulais revenir sur la slide concernant la population. Vous avez montré le déclin de la population, en tout cas de façon globale, même si en Wallonie et au Luxembourg, on voit que la population augmente, en tout cas la population active, ce qui est assez intéressant. Moi, je voulais vous poser la question suivante, c'est, on le sait, enfin, personne n'ignore, c'est l'après. C'est l'après. Oui, ça, voilà, merci. On n'est pas sans ignorer que la population mondiale va sans cesse en constante augmentation, alors que je constate que celle de la grande région est vouée à diminuer sensiblement. Alors je voulais poser la question suivante, où part cette population? Donc j'imagine qu'il y a évidemment la question du vieillissement de la population, mais il y a aussi peut-être le fait qu'elle s'en va hors de la grande région. La question c'est pourquoi est-ce que la grande région n'attire pas? Alors il y a le vieillissement des usines sans doute, le vieillissement des pourvoyeurs d'économie, mais le Luxembourg n'attire-t-il plus autant qu'avant? Et ça, en tant que Belge, c'est une question que je me pose, même si quand je viens au Luxembourg, ce n'est pas forcément pour faire le plein d'essence, mais parce que je pense qu'historiquement parlant, nous avons énormément de liens très scellés, et donc je m'inquiète. Voilà, j'aurais voulu avoir votre réponse à ce niveau-là, et je vous remercie tous de m'accueillir. Merci beaucoup. Oui, je n'ai pas tous les éléments de réponse à votre question, mais une autre chose quand même. La première, c'est que la population globale de la grande région est en train, non pas de diminuer, l'addition fait que la population globale augmente, mais que la population active diminue. En clair, c'est que c'est le vieillissement qui en est la cause. Les gens ne partent pas, mais ils vieillissent. Et il n'y a pas de nouveaux qui sont pris dans ces calculs, qui sont pris en compte dans ces calculs, parce que je suppose sans doute qu'il n'y en ait pas, mais il est possible qu'il en vienne. Puis le déficit vient surtout de l'Allemagne, du côté allemand. On sait que l'Allemagne aura un problème démographique sur l'ensemble de son territoire. Il faudrait qu'elle essaie de digérer le plus possible d'immigrants, de migrants de pays plus lointains. L'Allemagne le sait, mais évidemment c'est un problème politique, un problème de culture, enfin tout ce qui va avec. Mais l'Allemagne a un vrai problème démographique général qui s'exprime ici sur ces chiffres, les autres étant quand même un peu moins déséquilibrés. Voilà, la Lorraine, je sais moins ce qui se passe, on ne connaît pas assez bien. Mais là aussi, donc, les chiffres de la population globale sont relativement stables et le vieillissement fait de la différence en sol. De façon générale, je crois que si nous continuons comme ceci, il y a une perspective évidemment de faire migrer des gens vers la grande région. Je vais parler d'un exemple du Bordelais. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce que ça se développe de cette façon, mais entre Bordeaux et Luxembourg, le chemin est extrêmement lent.
pour le prendre, rester à mon exemple français, il y a Paris qui est au milieu au sens d'un migrant du travail. Donc je ne sais pas, mais je pense que nous allons attirer des gens qui viennent de plus loin. Je sais que le Luxembourg fait beaucoup. Regardez, la communauté anglophone à Luxembourg, elle augmente à très grande vitesse. Il y a un réservoir d'expatriés à Luxembourg qui est extrêmement grand, mais ce sont des gens qui viennent travailler un certain nombre d'années et puis qui repartent. Ce ne sont pas des gens sédentaires, au sens où nos régions sont habituées. Merci. On va quand même pas se discuter pour dire peut-être un mot. En tout cas, moi, au bourgmestre de la commune, je remercie énormément, beaucoup pour ces présentations à M. Romes, à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne rentrée. Et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir